Bonsoir tout le monde. Daniel Pousadou, qui aime prendre des risques, m'a invité à cette cérémonie et il a poussé son amour immodéré du risque jusqu'à me demander de faire un texte et sans me donner aucune orientation sur le contenu de ce texte. Et je vais le faire en essayant de ne pas trop vous ennuyer. J'ai tendance ces derniers temps à me répéter, et pas de la meilleure façon, je veux dire la politiquement correcte. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais je vous le dis, parler devant vous n'est pas facile. Dans la salle, je vois beaucoup de grands noms des médias français et d'illustres personnalités. C'est impressionnant. Et flatteur pour moi, dans mon pays, l'Algérie, j'ai droit au traitement pour lépreux. On lâche les chiens, on jette des pierres. En ce moment, d'ailleurs, à la suite d'un supposé amalgame, blasphème, ou simplement mauvaise pensée de ma part, on délibère à mon sujet. Et la fumée n'est pas blanche, ça ne dit rien de bon. Mais passons. Rien n'est certain tant qu'il n'est pas arrivé. Je voudrais, avec la permission de Daniel et la vôtre aussi, vous dire 2-3 choses sur l'islamisme. Il y a d'autres sujets, mais celui-ci les dépasse. Il tient le monde en haleine et la France en premier. Elle est une pièce essentielle dans son programme de domination planétaire. C'est ici qu'il gagnera ou perdra face à l'Occident. Il le sait. Voilà pourquoi il s'y investit avec tant de rage, derrière laquelle cependant agit un monde étonnant de froide intelligence et de patience. Personne ne peut mieux qu'un Algérien comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez. L'Algérie connaît l'islamisme, elle en a souffert une 20aine d'années durant. Je ne veux pas laisser entendre que l'islamisme est fini dans ce pays. Simplement parce que le terrorisme a reflué, c'est tout le contraire. L'islamisme a gagné. À part quelques voix dissonantes qui s'époumonnent dans le désert, rien ne s'oppose à lui. Il a tout en main pour réaliser son projet, son objet. Tout son programme, dont le terrorisme est un volet important, mais pas le plus important. Il en est 10 autres qui le sont davantage, ne visent que cela. Briser les résistances, éteindre les lumières avec un grand L et installer les mécanismes d'une islamisation en profondeur de la société. On peut dire que l'islamisme ne commence véritablement son œuvre qu'après le passage du rouleau compresseur de la terreur. À ce stade, la population est prête à tout accepter avec ferveur, humilité et une vraie reconnaissance. On en est là en Algérie. Le programme se déroule bien. Les islamistes travaillent comme à l'usine. Ils contrôlent tout, surveillent tout. Le point de non-retour est franchi et le point final arrive comme un coup de poing. Encore quelques réglages et nous aurons une république islamique parfaite, tout à fait éligible au califat mondial. Vous en entendrez parler, je pense. Un exemple pour le montrer. Dans la petite ville où j'habite, à 50 km d'Alger, c'est une ville universitaire dont la population, 25 000 habitants environ, se compose essentiellement d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants. Il y avait dans cette ville, avant l'arrivée de l'islamisme dans les années 80, une petite mosquée toute branlante, coloniale par son âge, que ne fréquentaient que quelques vieux paysans des alentours. Aujourd'hui, après 2 décennies de terrorisme et de destruction, et alors que le pays manque de tout, il y en a 15, toutes de bonne taille et bien équipées, eau courante au robinet, haut-parleurs surpuissants, climatisation et Internet à tous les étages. Et je vous apprends que pour la prière du vendredi, elles ne suffisent pas.
pour accueillir tous les pénitents. Il faudrait clairement construire 15 autres ou réquisitionner les amphis et les laboratoires. Attention, je ne fais pas d'amalgame ni de persiflage. Je ne dis pas que les pénitents sont des islamistes. Aucun ne l'est, je vous l'assure. N'ayez crainte. Je dis simplement que les islamistes ont bien travaillé en peu de temps. Ils ont assaini le climat et fait de nous de bons et fidèles musulmans ponctuels et empressés. Et jamais, au grand jamais, j'insiste, ils nous ont demandé de devenir des islamistes comme eux. Point de contrainte en religion, c'est dans le Coran, sourate 2, verset 256. En Algérie, on suit avec beaucoup d'inquiétude l'évolution des choses en France. Je ne parle pas de nos islamistes, ils se félicitent de leurs avancées chez vous, ni de notre gouvernement tout entier mobilisé au chevet de son vieux président, M. Bouteflika. Je parle de ceux qui ont de l'amitié pour vous et ceux qui ont des parents en France et qui voudraient les voir continuer de vivre leur vie française le mieux possible. Je vous le dis, ceux-là sont inquiets, très, très inquiets et même désespérés. Ils vous en veulent un peu pour cela. Inquiets parce qu'ils constatent jour après jour, mois après mois, année après année, que la France ne sait toujours pas se déterminer par rapport à l'islamisme. Est-ce du lard? Est-ce du mouton? Est-ce de la religion? Est-ce de l'hérésie? Nommer ces choses, elle ne sait pas. C'est un souci. Pendant ce temps, le boa constrictor islamiste a largement eu le temps de bien s'entortiller. Il va tout bientôt l'étouffer pour de bon. Insouciante qu'elle est, la mignonne est allée faire ami-ami avec les gros chèques du Golfe que chacun sait être les géniteurs et les dresseurs du boa, et surtout d'anciens redoutables détrousseurs de caravanes. Inquiet de voir la France des libertés versée dans le macartisme. Que se passe-t-il, bon sang? Il n'est plus possible pour personne de parler de certains sujets liés à la chose sans se voir aussitôt traîner au tribunal et condamné sévèrement. On en sort encore avec des amendes, des sursis et des marques à l'épaule, mais le jour n'est pas loin où on se verra appliquer la vraie charia. Ils sont inquiets et dégoûtés de voir cette grande nation laïque et avant-gardiste exhiber à tout bout de champ ses imams et ses muftis, ses pachas de l'UOIF, ses commandeurs du CFCM et pour la note moderne, 2-3 sœurs cagoulées à l'arrière-plan, comme jadis, au temps des colonies, de papa, elles promenaient de cérémonie en cérémonie, ces caïds de chamarrés bardés de médailles, ces marabouts en boubou et autres sorciers en plumes, et repoussaient fermement ceux qui peuvent parler aux gens sans réciter un seul verset ou lever de doigts menaçants au ciel. On croirait que la France n'a pas été décolonisée en même temps que ses colonies, ou que la laïcité y a été abrogée par un édit du grand imam. Ils sont inquiets et en colère de voir que les Algériens de France, pourtant instruits de la vraie nature de l'islamisme, et puis qui savent qu'il a lancé une OPA sur leurs enfants, ne s'engagent pas plus que ça dans la lutte contre lui. Pas au-delà des protestations de principe. C'est pas ça l'islam. L'islam est paix, chaleur et tolérance. L'islam est une chance pour la France. Misère, comment le dire? L'urgent n'est pas de sauver l'islam de l'amalgame, mais de sauver les enfants de la mort. Ils sont inquiets et effarés de voir l'Europe se déliter et devenir un amplificateur de crise et fabricant d'un islamisme européen véritablement monstrueux, qui, par ses prétentions totalitaires et ses haines tous azimuts, s'apparente au nazisme, fascisme d'antan, qu'il contribue de la sorte à ressusciter. Ils sont enfin désespérés de voir que la France et l'Europe sont à milieu de pouvoir concevoir et mener ensemble le seul combat qui puisse venir à bout de l'islamisme,
le contre-djihad, conçu sur le principe même du djihad. Et le djihad n'est pas la guerre. C'est 1000 chamboulements dans 1000 domaines différents, menés sans restriction ni frein, dans un mouvement brownien accéléré, irréversible. Après tout ça, y a-t-il de l'espoir ? Oui, il existe. Il est puissant. La France est un grand pays, avec une immense histoire pleine de ressorts et d'énergie. Il continue de vivre et de se projeter dans l'avenir. Mais chacun sent que l'effort coûte de plus en plus, que le poison islamiste court dans ses veines, que la langueur de la décadence le travaille, que le pays perd de sa cohérence et de son unité, que le gouvernement n'y entend goutte, que l'Europe est un boulet. Bref, chacun comprend que la fin approche. L'espoir est précisément là, dans cette horrible sensation que l'histoire est finie. C'est là que le désespoir trouve sa meilleure énergie. Il y a une condition cependant, un vrai challenge de nos jours. La France doit retrouver l'usage de la parole libre et en faire une arme. Si le terrorisme se combat dans la discrétion et la patience, par le renseignement et l'infiltration, l'islamisme se combat par la parole. Dit au grand jour, haut et fort, ce combat a toujours été celui des journalistes et des écrivains. Qu'ils reprennent le flambeau, il est à eux. On n'oubliera pas de mener ce combat en premier contre l'armée des idiots utiles et des bien-pensants, qui, avec une poignée de considérations de patronage, ont réussi à paralyser la France, peuple et institutions, et l'ont livré aux islamistes et demain à la guerre civile. Pas d'amalgame, tu feras. L'assassin est ton frère, de ton frère et ton frère. Des bisounours, tu lui adresseras. Raciste et islamophobe est tué si tu ne tends pas l'autre joue. Ta coulpe tu battras, car colonisateur et esclavagiste tu fus. De remords et de pénitence tu te nourriras. Ta place tu céderas, Jimmy tu seras. Paix, tolérance et soumission tu pratiqueras avec tes agresseurs. Ces formules sont arrivées à l'école avec d'autres douceurs du même genre, ce qui facilite les abandons de demain. Con et dangereux, disait d'eux Yves Montand, qui lui-même fut un idiot utile des plus célèbres. C'était hier. Aujourd'hui, je pense qu'il dirait plus con, dangereux et heureux de l'être. Vous l'avez noté, à aucun moment je n'ai parlé de l'islam. Vu par là, l'affaire nous dépasse. On est dans l'intouchable. L'islam, c'est Allah, c'est Mahomet, c'est le Coran, le califat, la Oumma. C'est la fin universelle des hérésies et de la mécréance. L'islam est l'horizon indépassable de notre temps. Ce cher Jean-Paul Sartre nous le dirait sans faute s'il revenait parmi nous. À côté, l'islamisme n'est rien. Avec sa pauvre charia et ses sabres ébréchés, on pourrait le balayer ce soir si on nous le permettait. Il n'est que l'expression des délires et des caprices de bédouins du désert arabique, abrutis par des siècles d'ignorance et de consanguinité féroce, soudainement enrichis et ennoblis par des Anglais idiots et accueillis à bras ouverts dans les grandes capitales d'Europe. Nous vivons les frasques de ces enfants monstrueusement gâtés, jouisseurs fous et insatiables. Aujourd'hui, ils saccagent des pays, comme hier, quand ils apprirent à prendre l'avion et à actionner des ascenseurs, ils saccageaient des palaces, les palaces du monde libre, avant de les acheter pour les mettre à leur goût. C'est cela que les idiots utiles et les bien-pensants aiment en vérité l'argent des chèques. Ils sont bons l'encens et le mazout. Avec eux, Billancourt ne désespérera jamais. Et d'ailleurs, par leur faute, Billancourt n'existe plus. Il a disparu, en même temps qu'une certaine France. À Colombey, les deux mosquées, il y a quelqu'un qui doit salement râler. Pour terminer, je voudrais vous dire mon sentiment sur les propositions récentes de l'Institut Montaigne. Il n'y a pas de représentant de l'Institut Montaigne ici, j'espère.
pour réformer l'islam et rendre possible l'émergence d'un islam de France. J'ai vérifié, c'est bien d'islam qu'il parle, d'islam de France, ce qui déjà est un gros blasphème. L'islam est un, il est partout chez lui. C'est par le JDD, le journal du dimanche du 18 septembre passé, que j'en ai pris connaissance, ici même, chez l'ami Daniel. Ces propositions qui s'enfilent comme des perles sont au nombre de 10 et se résument ainsi. 1. On lève une redevance sur le halal. 2. On construit des mosquées. 3. On forme des aumôniers et des imams. 4 ou 5. On enseigne l'arabe aux écoliers et le français aux imams. 6. On expurge l'histoire. 7. On crée un secrétariat d'État à la laïcité et au culte. On implique les maires. On actionne la diplomatie pour endiguer l'influence des régimes wahhabites d'Arabie et du Qatar. Quand j'ai lu ça, je suis tombé à la renverse et j'ai compris que le plan était un programme d'arabisation et d'islamisation des plus sévères. Et il ne laissait aucune possibilité de faire machine arrière en cas de regret. Il ressemblait en fait comme 2 gouttes d'eau au plan d'arabisation et d'islamisation que le pouvoir algérien a mis en œuvre en Algérie au début des années 80, sous la pression de l'Arabie saoudite et du Qatar, et qui allait en peu de temps faire de nous des perroquets wahhabites salafisés. Il fallait réfléchir et comprendre l'intention de l'Institut. Même à long terme et dans un climat apaisé, ces propositions seraient, à mon avis, sans portée ni effet quant à l'objectif visé, réformer l'islam et faire émerger un islam de France accepté de tous. Les Français d'abord, religieux et laïcs de tous bords, et ensuite tous les pays arabes et musulmans, et à leur tête l'Arabie saoudite, gardienne jalouse du dogme. Au contraire, elles joueront dans le sens de la réalité. Et celle-ci est la suivante. La France est déjà très avancée dans la voie de son islamisation par un islam importé, archaïque et brutal, sectaire et haineux, affairiste et opportuniste en diable, fortement teinté de salafisme, mais pas seulement, adepte du djihad mondialisé. Et ces propositions généreuses, inespérées, vont formidablement aider à son expansion et son enracinement. L'effet multiplicateur et accélérateur n'a pas été pris en compte dans l'étude, il jouera à plein. Ce que l'étude montre pourtant, puisqu'elle nous apprend que 29% des musulmans de France sont déjà en rupture avec la communauté nationale. Il semblerait que l'Institut n'a pas travaillé sur la réalité, mais sur une image de la réalité. Le fait de formuler de telles propositions dans ce contexte de déchirement, et après une année 2015 riche en attentats islamistes sanguinaires, révèle que le but recherché par les planificateurs des États est atteint. La France est prête à tout céder. Les 10 propositions de l'Institut se présentent comme un acte d'allégeance au calife. Je ne veux pas désespérer l'Institut, Montaigne, mais on doit le lui dire. Le calife tient son pouvoir d'Allah. Il n'attend rien de personne, encore moins de l'Institut. Il écrase tout sur son chemin. Les idiots utiles, les allégeants et les soumis en premier. Je vous remercie.